bienvenue sur le podcast En si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on reçoit Charlie Danger de la chaîne YouTube Les Revues du Monde. Et Charlie et moi, avant d'enregistrer ce podcast en septembre 2022, on ne se connaît pas. Alors on connaît nos chaînes respectives évidemment, mais on n'a jamais eu l'occasion de discuter. Et je suis vraiment curieuse de connaître son processus. Alors on a beaucoup parlé de la façon dont elle construit ses vidéos, notamment elle a amené le concept de fuir la linéarité d'un texte au profit d'une problématisation. Alors personnellement, je m'étais jamais représenté la construction d'une vidéo avec cette terminologie-là, alors je vous laisse écouter et vous me direz si ces concepts vous parlent. On a aussi abordé le sujet de la relecture par des personnes du monde académique, le fait de déléguer une partie de son travail, l'importance du montage et du rythme dans le dynamisme d'une vidéo, et on finit sur une discussion sur la facilité ou non à être créatif. Alors là, maintenant, tout de suite, on commence notre conversation sur le fait que Charlie fait appel à des relecteurs et relectrices du monde académique. Je lui laisse la parole parce qu'elle nous l'explique en si bons termes. Donc, tu as 15 possibles relecteurs. En fait, je trouve ça vraiment intéressant de voir que le monde académique a accepté une qui n'est pas des leurs à la base, tu vois. Après, il y a quand même des réticences. Ouais. Mais ça va pas être des réticences sur le fait de me parler. Ok. Je pense qu'il y a une grande souplesse de plus en plus dans le milieu académique sur le fait qu'il y a des vulgarisateurs qui réussissent à parler à une grande audience là où eux, ils n'y arrivent peut-être pas. Et même parfois, c'est sollicité. Genre là, par exemple, le week-end prochain, je suis invitée pour... il me semble que c'est les bicentenaires, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, de la découverte de la pierre de Rosette et Champollion. Et ça va être un panel de conférences où il y aura tous les plus grands égyptologues qui seront présents, etc. Et j'ai été invitée, et au même titre qu'eux, donc c'est pour moi je trouve ça Au même titre que... pas au même titre qu'égyptologue, mais Ouais. sur le même plan Ok. d'égalité, d'invitation. Et rien que ça, moi déjà, je trouve ça fou parce que ça me fait excessivement déjà plaisir. Et surtout, c'est mon ami Claude Trockner qui est égyptologue et qui avait proposé mon nom et qui m'avait envoyé un petit email en me disant que c'était hyper nécessaire d'avoir aussi comme ça des personnes qui peuvent mettre la lumière sur leur discipline, sur ce qu'ils font, parce que c'est aussi comme ça qu'ils ont après les financements et tout ça. Donc en soi, je pense que il y a plus de souplesse. Maintenant, je dirais que là où il y a une petite rigidité, c'est notamment sur les approches. Par exemple, ça m'est souvent arrivé avec un de mes relecteurs qui était plutôt sur, je crois qu'il avait une spé en médiéval, si je dis pas de bêtises, et qui était vraiment très issu du milieu académique avec les codes de l'académique et tout, et qui parfois relisait mes scripts, il me disait: «Mais moi, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on se pose cette question à la base», enfin, ça faisait tellement, en fait, de son domaine d'expertise qu'il n'arrivait pas à relire en commentant juste sur le fond et pas sur la forme. Ah ouais. Et du coup, il me faisait énormément de points de relecture qui étaient pas vraiment ce que je lui avais demandé, parce qu'il se permettait de dire, «Je trouve ça un peu, cavalier tout de même que vous employiez ce terme-là, je trouve ça un peu vulgaire», et j'étais là: «Oui, mais moi j'ai surtout besoin que vous me donniez des conseils sur le fond, pas trop sur la forme», et là-dessus, du coup, c'est là où des fois il y a un peu friction, enfin pas friction, mais genre où juste on se comprend pas, quoi. Je suis très étonnée parce que moi, c'était ma crainte quand je fais relire aux chercheurs. À chaque fois, je me dis, est-ce qu'ils vont comprendre qu'il ne faut pas jouer Ouais. sur la forme? Alors, souvent, je le répète, mais ça fait 9 ans que je fais des vidéos. J'ai jamais eu un seul commentaire sur la forme C'est vrai? de la part des chercheurs. Jamais. Est-ce que tu dirais que c'est parce que, c'était plutôt lié à la discipline? À savoir Je sais j'ai pas. l'impression que le milieu de l'histoire, c'est très, alors je sais pas parce que j'en fais pas partie, mais de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est très guindé avec, beaucoup de formes qui sont presque protocolaires, si tu vois ce que je veux Ouais, dire? peut-être. Peut-être qu'il y a ça. Après, moi, je connais pas trop, du coup, Mmh. le domaine de l'histoire, donc j'ai du mal à comparer. Mais c'était une de mes craintes et je l'ai jamais eu. Donc, c'est pour ça que je suis étonnée de te l'entendre dire Après, parce c'est que pas, régulier, hein. Je pense vraiment bien sûr, juste ouais. j'ai un nom en tête et il va critiquer, enfin faire des critiques. Moi, j'adore les critiques, hein, je trouve ça hyper constructif et tout, mais il va faire des critiques sur des choses où, ça relève de l'opinion et pas du champ d'expertise. Là où moi, j'ai plutôt besoin de son champ d'expertise et pas vraiment de son opinion sur mon style de vidéo ou ce genre de choses. Ouais, mais tu as aussi l'opinion, des fois, scientifique, c'est-à-dire qu'il y a pas forcément un consensus, mais tu as peut-être attrapé un chercheur qui a une opinion qui est un petit peu en dehors du, consensus aussi. Ah, je vois ce que tu veux dire, mais quand je disais opinion, je pense que c'était pas tant sur, le fond, à C'était sur la savoir, forme, OK. un débat d'idées ou quoi que ce soit, mais c'est plus que, il est très mal à l'aise, par exemple avec les questions simplifiées. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je lui dis dans un épisode, là on pourra pas se permettre de développer sur autant de pages,
sur cette notion-là. Donc, si je dois résumer de façon concise, mais pour quand même la majorité de l'information passe, qu'est-ce que tu me conseilles de développer en priorité, etc. Et lui, il me dit, c'est impossible, tu peux pas le faire. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah oui, Et il est très rigide là-dessus. c'est Et, rigide, ouais. et donc, du coup, là, moi, je suis un peu en mode, bah oui, mais moi, j'ai des contraintes, je peux pas faire un épisode de 50 minutes, là. Donc, Tu peux pas faire un cours. voilà, exactement. Il y a du manque de lâcher prise, je dirais, sur cet aspect de. Mais quelque part, c'est presque plaisant parce que ça veut dire il est dans une optique de, il vaut mieux faire très complet qu'exhaustif, mais au risque de manquer aussi une partie de la nuance qui est nécessaire aussi à la vulgarisation. Mais en même temps, moi, du coup, ça rentre pas du tout dans mes contraintes et là, je pense qu'on va en parler aussi un petit peu dans le podcast, mais aussi à mes contraintes de divertissement parce que les gens, ils viennent sur YouTube pour se divertir. Ouais. Ils viennent de faire une journée de travail de 7 heures, ils sont fatigués, ils ont envie d'avoir du contenu facile, ils ont pas envie de se taper une conférence de 2h30 d'Étienne Klein. Ou peut-être que si, mais c'est des niches. C'est des niches, ouais. Moi, c'est mon cas, mais Ouais. je veux dire, c'est des niches et c'est pas la majorité. Ah oui, t'écoutes Et Étienne Klein ah, pendant mais 2 moi, heures? tout le temps, C'est vrai? j'écoute que des podcasts comme ça quand je me brosse les dents, quand je fais mon sport, quand je fais ma cuisine, quand je fais Ouais. le ménage. J'écoute tout le temps des trucs comme ça. Mais oui, du coup, j'ai aussi cette contrainte-là où je suis pas seulement autrice sur mes scripts, je suis aussi éditorialiste, je pense qu'on peut dire ça. Il faut que je pense à ma ligne éditoriale et il faut que je pense que le but de cette vidéo va être de toucher un maximum de monde pour que le message de cette vidéo soit acquis par un maximum de monde. Donc, comment est-ce que je fais pour le rendre le plus divertissant et le plus complet et en même temps synthétique possible? Et là-dessus, bah, lui, il a pas ces contraintes-là en tête. Et donc, du coup, c'est là où, en général, on a déjà eu des discussions où juste on se. J'essayais de lui dire, mais vraiment, moi, j'apprécie énormément tes remarques et tout ça, mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai aussi mes contraintes. Avant de passer au divertissement, on va y venir à cette question-là, mais je voudrais rester un tout petit peu plus sur la partie académique, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris dans tes vidéos, c'est à quel point tu vas chercher les sources et tu les montres aussi. Ouais. Est-ce que tu fais tes recherches toi-même et après tu fais de la relecture, ou Ouais. est-ce que tu as aussi des co-auteurs, comment ça s'appelle ça? Des Co-documentalistes, documentalistes, ouais, ouais, des complètement. documentalistes. Alors, pendant 7 ans, j'ai fait tout toute seule. Avec sur les épisodes où j'avais pas trop de maîtrise, comme par exemple l'épisode sur les seins, on en parlait tout à l'heure, où là, pour le coup, moi, je suis pas du tout dans le j'ai même pas l'habitude de checker les sources sur cette thématique-là, donc j'arrivais pas à comprendre tous les termes. J'ai essayé, hein, sur Google Scholar et tout, mais il y avait des trucs que je manquais et donc là, je me suis entourée, mais c'était ponctuel. C'est vraiment sur des épisodes ponctuels et là, depuis, 1 an, je dirais, peut-être un peu plus d'1 an, 2021, j'ai réalisé que c'était bien beau d'être hyper, d'avoir à cœur de faire tout toute seule, mais je commençais à me mettre en danger au niveau de ma santé mentale parce qu'on a une espèce de grosse pression en tant que créateur sur, il faut faire plus de vidéos parce que c'est comme ça que fonctionne l'algo, il faut nourrir l'algorithme et tout ça. Sauf qu'en faisant de la vulgarisation, mais c'est pas possible. En fait, on peut pas faire un contenu à la fois qualitatif et en quantité astronomique sans avoir une équipe de 30 auteurs qui bossent derrière toi et que tu payes le chèque à la fin et toi, tu te poses devant ta petite caméra et puis, bah, voilà, tu récites ton texte. Mais moi, c'était pas du tout, c'est stupide, hein, parce que j'aurais probablement dû faire ça. Ma chaîne, elle aurait déjà 1 million depuis longtemps. Mais c'était pas ce que j'avais envie de faire parce que j'avais envie d'être passionnée par chacun des sujets ou presque que j'aborde. Et parce que j'ai la conviction que les gens se passionnent quand toi-même t'es passionné et ça se ressent. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise là-dessus et j'en ai parlé avec des amis, d'autres vidéastes aussi et cetera et je me suis dit: «Bah oui, mais au bout d'un moment, si tu veux continuer d'avancer et si tu veux pas te faire, piétiner, par, l'algo, par, les centaines de dizaines de milliers d'arrivants qu'il y a chaque jour sur les plateformes et aussi par les autres plateformes qui sont en compétition avec toi». Enfin, il y a 1 million de trucs. Si tu veux pas juste mourir sur la plateforme, il faut que tu délègues certains trucs où c'est pas nécessaire que ce soit toi spécialement qui le fasse. Donc là, depuis 1 an, je dirais 1 an et demi, j'ai des co-auteurs et des documentalistes. Donc ça dépend les épisodes. Il y en a où c'est vraiment mes bébés et je ne veux pas les lâcher et dans ces cas-là, je fais tout de A à Z et puis, je me fais relire évidemment. Il y en a où c'est mixé, à savoir, c'est moi qui écris l'intégralité du script ou presque, mais par contre, je suis aidée pour la documentation et toute la partie de recherche, qui est absolument le truc le plus chronophage dans la partie de création d'une vidéo. Et après, tu as des scripts où, j'ai l'idée, j'ai la trame, je sais où est globalement où est-ce qu'on veut aller, les problématiques qu'il faut développer et j'ai une overview, du sujet parce que je l'ai un peu, checké et tout ça et je donne ça à, j'en ai pas beaucoup, hein, mais ça, c'est vraiment que depuis quelques mois, 1 ou 2 auteurs, 3 auteurs en qui j'ai particulièrement confiance parce que je sais qu'ils font du bon taf et tout ça
Et là, ils me font un script, une sorte de première version du script sur lequel je repasse pour le faire à ma sauce et pour faire des ajouts, modifier des petits trucs et tout ça. Et donc ça, c'est un peu, je dirais, les 3 trucs que j'ai en ce moment sur lesquels j'alterne. J'essaie de me diriger de plus en plus avec de l'aide pour la documentation et pour l'écriture parce que, bah, il y a des parties où, en fait, c'est pas nécessaire que je m'occupe de tout de A à Z parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment factuel. Il y a pas besoin d'avoir fait, 8 ans de vulgarisation pour, savoir faire ça. Et il y a d'autres trucs où j'arrive pas à lâcher prise du tout et dans ces cas-là, je m'en occupe, perso. Et comment tu vis de plus être maître de 100% de la chose? Bah, je reste maître à 100 de la chose. Non, mais parce que si tu veux, quand c'est pas toi qui fais la recherche, c'est parce que c'est une problématique Oui. que j'ai. Parce que moi, j'arrive pas Ouais. à déléguer ça. J'essaye, mais j'ai beaucoup de difficultés. Hem, j'ai l'impression qu'en déléguant la recherche, je délègue aussi un peu l'angle de la vidéo. Moi, je trouve pas parce que enfin, ça dépend les sujets. J'ai déjà ressenti ça aussi, OK. mais dans ces cas-là, c'est des sujets que j'ai juste pas sortis parce que j'arrivais pas à en fait, je me suis dit: «Bon, il faudra que je m'en occupe» et j'ai jamais trouvé le temps de le faire, donc du coup, c'est pas sorti. Et par contre, il y a d'autres trucs où, en général, moi, c'est pas juste je donne un sujet à mon auteur en lui disant: «Bah, tu travailles là-dessus et puis tu me fais un petit topo dans 2 semaines». C'est pas ça. C'est je lui dis: «Voilà l'angle que j'ai vu tel truc qui me semble intéressant qu'on pourrait explorer. Si toi, tu trouves des trucs dans tes recherches qui peuvent, soit apporter, un point de vue contraire, soit permettre d'étoffer un petit peu, l'ouverture, et ben, hésite pas comme ça». Et en fait, on brainstorm, c'est beaucoup de brainstorming, «Je suis tombée là-dessus, est-ce que tu penses que c'est intéressant? Alors oui, mais moi, j'étais plutôt partie». Bah, là, j'ai l'exemple il y a quelques semaines, même pas, où, et sur l'introduction de la vidéo, moi, je voulais absolument qu'on parle d'un sujet en particulier parce que je trouvais que c'était un angle hyper intéressant et que ça permettait de problématiser, d'une façon que je trouvais assez cool. Et la personne qui m'a fait les recherches, elle est partie sur toute autre chose. Dans ces cas-là, bon, bah, j'ai ramené le truc. En fait, in fine, ça reste quand même, je dirais mon bébé, même si j'ai des opinions qui viennent s'ajouter et ce qui permet d'enrichir le contenu aussi. Ça m'arrive, je sais pas combien de fois, que des auteurs, me disent: «Tiens, je sais pas si tu as vu, mais il y avait aussi tel truc et ça pourrait être intéressant qu'on l'évoque, pour juste apporter une sorte de contre, angle à tel endroit, à tel moment». Et ça, j'y avais pas du tout pensé et du coup, ça permet comme ça d'enrichir un peu et de compléter, et j'adore en fait travailler comme ça. Je trouve ça hyper enrichissant et ça m'évite aussi, c'est moi j'avais beaucoup de mal, je sais pas si tu as eu ça aussi, mais j'avais beaucoup de mal avec le fait de parfois lire des pages, des centaines de pages, de pages, de pages de trucs pour te rendre compte à la fin que c'était super intéressant, mais ça va pas du tout être exploitable pour ta vidéo. C'est à peu près tous les jours, oui. Voilà. Ouais. Et ben, moi, ce truc-là, des fois, c'était frustrant et j'avais l'impression de perdre mon temps ou de pas être assez efficace dans mon travail, de pas être assez efficace dans ma recherche parce que j'ai pas non plus, de doctorat ni rien, donc peut-être que je sais pas suffisamment bien chercher, j'en sais rien. Mais du coup, j'avais juste l'impression parfois de perdre des centaines d'heures, et le fait de travailler avec un coauteur ou avec un documentaliste, c'est comme si, du coup, ça me permettait d'avoir quelqu'un avec qui brainstormer et donc du coup, c'est très enrichissant parce que ça ouvre des pistes auxquelles j'avais pas pensé ou alors au contraire, ça me permet de vraiment bien définir des chemins sur lesquels j'étais déjà allée, donc quoi qu'il arrive, c'est très cool. OK. C'est des gens qui travaillent, systématiquement avec toi sur les vidéos? Ces gens-là? Hem, C'est toujours les mêmes, je veux dire, documentalistes et c'est co-auteurs? souvent les mêmes. C'est vrai que je tourne parce que, bah, c'est des gens en général qui ont un travail justement soit Ah OK. d'universitaire ou quelque chose à côté, donc du coup, ils peuvent pas être à 100 sur, sur les scripts et moi j'impose rien. C'est-à-dire que si des fois pendant 3 mois, ils ont pas envie d'écrire parce qu'ils ont autre chose à faire ou quoi que ce soit, pas de souci. Et quand ils ont du temps de dispo, bah, ils me disent: «Ah bah là, j'aimerais bien peut-être bosser sur la documentation de nanana». Là, tu as l'air d'être très flexible. Tu as l'air d'être très flexible dans tu pas envie de bosser pendant 3 mois, mais tu pas des deadlines? Pas vraiment. Pas vraiment? Non, il y a pas de deadline. OK. Bah, Alors ça, c'est une autre conversation, quoi. On ouais, intégrera peut-être pas dans le podcast, mais pour la en partie fait, business, moi, je peux plus, juste prendre 3 mois, quoi. j'ai des scripts qui sont déjà prêts, ce qui me permet d'avoir un peu Ah, d'avance OK. et Oh, le luxe! ouais, mais alors ça, c'est très récent, c'est depuis cet été. Alors qu'avant, j'étais en flux tendu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et du coup, bah, heureusement, j'ai jamais eu le problème d'avoir, vraiment personne disponible quand j'en avais vraiment très besoin. Et maintenant, je dirais que, j'ai pas enfin, je me dis qu'on travaille vraiment bien quand on n'est pas sous la pression non plus d'un rendu, d'une date et j'ai pas envie que ce soit stressant ni rien. Sauf exception majeure, si on a un gros partenariat ou s'il y a quelque chose et tout et là, je vais vraiment dire: «Bon, par contre, le script, il me faut, pour telle date et tout ça». Sinon, non, j'ai pas, je pose rarement enfin si, on a des deadlines fictives, mais en vérité, personne les tient. Même chose avec le monteur, hein, donc c'est pas, voilà. Pour revenir à tes sujets, si on regarde à ta chaîne YouTube et qu'on regarde
juste miniature et titre, des sujets qui sont quand même assez décalés. Tu fais pas Ah ouais? genre la Seconde Guerre mondiale. Mais genre, tu sais, sur Ouais, je vois ce que tu veux les dire. boobs dans l'histoire, c'est pas comme si tu pouvais taper dans Google c'est quoi, comment ça a évolué les Ouais, boobs dans l'histoire, ou même dans la biologie, puis trouver une réponse comme ça. ouais. Donc, est-ce que tu choisis ton angle avant de faire les recherches? Oui, toujours. Toujours? Alors attends, ça dépend. Ah, Non, non, ça non, pas toujours, je suis en OK, train de mentir. En gros, un des trucs sur lesquels je dirais que c'est même peut-être le truc le plus important dans ma ligne éditoriale, en tout cas, c'est par ce prisme que je me définis et que je me mets en opposition avec les autres contenus qui existent sur la plateforme, notamment mes collègues qui peuvent faire de l'histoire ou de l'archéo ou peu importe. C'est que j'ai l'impression que, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, mais j'essaye de problématiser au maximum chacun de mes épisodes. Il y aura jamais ce que j'appelle un sujet linéaire. Par exemple, j'en sais rien moi, la bataille de mon cul. Bon, bah, alors voilà, la bataille de mon cul, d'abord il s'est passé ça et puis après en 433, et ben, il y a machin qui est arrivé et puis du coup il a fait ça et ensuite, il s'est passé ça et du coup à la fin les Anglais ont gagné. Voilà, c'était la bataille. Enfin ça, c'est pour moi c'est non, genre, c'est vraiment la vulga que je ne veux pas faire, que je déteste et d'ailleurs, je pense que si mes documentalistes et co-auteurs, ils pouvaient parler, c'est probablement la remarque que je fais le plus souvent, c'est: trop «Non, trop linéaire. linéaire, trop linéaire, trop linéaire. Non, on n'a pas d'angle. Non, c'est trop linéaire. Non». Parce que ce que j'aime bien, c'est creuser dans des trucs auxquels les gens n'avaient même pas pensé. C'est les faire s'interroger sur des questions qui leur étaient même pas venues en tête. Et ou alors faire des ponts avec des choses qu'ils connaissent et où ils peuvent avoir un prisme de lecture hyper différent de peut-être, un angle classique qu'on a l'habitude d'avoir et enfin, c'est vraiment ça en tout cas qui m'anime et qui me fait vibrer quand j'écris. C'est cette espèce de truc de je vais apporter un truc, un angle, une problématisation à quelque chose qui a pas encore été tout à fait fait et notamment mon épisode sur la poitrine féminine, je crois que ça doit faire partie de mes préférés pour cette raison. C'est qu'au moment où j'ai commencé les recherches, je galérais comme pas possible à trouver des réponses parce que tout simplement, ça n'avait pas été encore fait et il y avait quasiment aucun contenu en ligne sur la problématique que je venais de soulever et donc j'étais trop heureuse de me dire: «Putain, bah, ça veut dire que je suis une des premières à m'intéresser à cette question-là», donc c'est hyper, je sais pas, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose. C'est peut-être égotique ou j'en sais rien, mais Non, mais c'est quelque chose que je comprends parce que moi-même, c'est aussi ça que je fais. ouais, Tu sais, j'essaie toujours de prendre ouais, des angles décalés, puis genre si ça a déjà été 1000 fois fait, la vulgarisation sur pourquoi est-ce que le ciel est bleu, ouais. si j'ai pas quelque chose de neuf à apporter, ça m'intéresse pas. Mais c'est aussi pour ça que j'aime énormément ton contenu et Ah, c'est gentil, mais merci. vraiment à titre personnel et je dis pas ça pour être flatteuse ni rien parce que c'est sincère, les contenus que je consomme en tant que vulga, j'en consomme pas beaucoup. Mais les rares contenus de vulga que je consomme, c'est des contenus qui sont comme ça, pas linéaires. Ou alors, exception faite à David Louapre, de Science Étonnante, Ouais. où là, pour le coup, c'est linéaire as fuck, mais je sais pas pourquoi ça marche de ouf. Mais David, c'est un mystère. Mmh, C'est un mystère sur beaucoup de points parce qu'il développe pas tant que ça le côté divertissement. ouais, On va en reparler et moi non plus, c'est extrêmement bien fait. ouais, Ça mais marche ça marche. et ça marche. Mais si ça avait été n'importe qui d'autre, je pense que ça Exact. prendrait pas pour moi. Ouais. À l'inverse, il y a des contenus, je pense qu'ils doivent cartonner en vulgarisation ou quelque chose comme ça, même sur TikTok, peu importe et moi je ne peux pas regarder. Là, je parle vraiment en tant qu'utilisatrice et pas en tant que, vulgarisatrice qui juge le contenu de mes collègues ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon propos. C'est vraiment en tant qu'utilisatrice, c'est pas genre vraiment, je vous jure, mais le truc alors voilà, d'abord il s'est passé ça, après j'y arrive pas. C'est intéressant que tu le formules comme ça, ce côté linéaire versus problématisé, parce Ouais, que je l'avais jamais entendu sous cette forme. bah, c'est comme ça que j'imagine dans ma tête. OK. En fait, c'est un peu comme s'il y avait une forme presque chronologique, à savoir on raconte les événements simplement. Voilà les faits qui se sont déroulés, on vous les raconte, c'est l'histoire de ce fait historique-là et moi du coup, si par exemple j'ai envie de parler d'un fait historique, je vais jamais juste en parler en disant: «Voilà ce fait historique». Je vais dire: «OK, ce fait historique, concrètement, qu'est-ce qu'il peut apporter aux gens?» Par exemple, ça peut être, je dis n'importe quoi là, c'est vraiment pour de l'exemple, mais ça pourrait être, comment est-ce que la bataille de, nin a, permis de si je reprends, bah, du coup une de mes vidéos, comment est-ce que, l'éruption d'un volcan en Islande a provoqué, comment dire? La Révolution française. Ça va être des trucs comme ça. J'aurais pu raconter l'histoire de la Révolution française, mais ça m'emmerde et vraiment là, je parle en tant qu'autrice, moi je me fais chier quand j'écris ça, quoi. C'est pas là où je m'amuse. Donc tu comprends ce que je veux dire par Oui, le fait que tes sujets sont, ouais, bah, du coup, maintenant je vais employer ton terme, pas linéaires. ouais.
Donc c'est ça que je trouve intéressant aussi parce Mais que c'est un ça shift aussi, parce que c'était pas comme ça au début, hein. ah, c'est ça, parce que j'ai surtout re-regardé tes Mmh. vidéos, récentes, mais au début, tu étais plus linéaire. Je pense, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta 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 ta. ta ta. Bah, ce qui s'est passé, je pense que j'ai grandi Ouais. et mon regard sur la vulgarisation que j'aime consommer, les choses qui m'inspirent, les choses, qui me font vibrer aussi, ça a affûté et tout simplement quand j'étais, toute jeune et que je venais de lancer la chaîne YouTube, faire du linéaire, c'était un petit peu la solution parce que j'avais pas encore, aiguisé mon sens à, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce que c'est quoi ce que j'ai envie de transmettre. Et maintenant avec le temps, bah, je me rends compte que j'ai vraiment des affinités particulières avec certains types de sujets, qu'il y en a d'autres au contraire où, juste enfin, c'est pas que j'ai pas envie de les faire, mais je les ferais vraiment si on me paye pour, tu vois? Ça s'est passé il y a pas très longtemps, j'accepte des partenariats sur des sujets qui bon, c'est pas forcément d'emblée un truc, que tu aurais voilà et puis tu les transformes et ça c'est hyper satisfaisant. Enfin, j'ai eu un partenariat il y a pas très longtemps avec, National Geographic pour faire une vidéo sur les Vikings, parce qu'ils vont sortir une série sur les Vikings et tout ça. Ils t'ont demandé à toi et pas à Nota Bene pour les Vikings? Bah, oui, C'est étonnamment. étonnant, ouais. Mais alors j'ai malheureusement pas pu, faire la vidéo à temps. Il la voulait absolument pour la Ah fin OK. de l'été. Sauf que moi, j'étais en gros burn-out et il me fallait absolument que je me repose et j'ai essayé de remplir tous leurs trucs où ils sont hyper, exigeants, mais à raison, parce que c'est hyper important d'avoir un gros schedule, mais j'ai pas réussi à être à temps, donc c'est pas grave, j'ai juste simplement dit: «Bon, bah, là, je pourrais pas, tenir», mais c'est pas ça pour on s'en fiche. Ce qui était intéressant, c'est que de base, le sujet les Vikings, moi, j'avoue que c'est pas forcément un truc, hem, il voulait faire, une vidéo sur, heu, l'ascension et le déclin des Vikings. Dit comme ça, c'était pas forcément le sujet, j'arrivais pas à sentir où est-ce qu'on allait pouvoir, problématiser pour vraiment en faire quelque chose, et du coup, je réfléchissais et je me suis mais retourné le cerveau pour, trouver une problématique avec ma documentaliste qui bossait dessus et vraiment, mais rien me plaisait, j'arrivais à rien et pourtant j'avais vraiment il y avait de la matière à trouver des trucs, mais j'y arrivais pas et puis j'ai eu l'éclair de génie et j'ai réussi à trouver un angle où là, d'un coup, mais genre, oui, c'était le bon angle avec, pareil, donc ma documentaliste qui m'a énormément aidée aussi là-dessus et on a trouvé un truc qui marchait trop bien et là, c'était trop satisfaisant parce que du coup, d'un coup, c'est comme si l'épisode prenait une toute autre dimension et même moi, Il devenait cool. ouais, il redevenait Ouais. passionnant à travailler. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ah oui, complètement. Voilà. Et complètement, c'est d'avoir un sujet qui, j'ai déjà vécu aussi ça, mais j'ai plus d'exemple en tête sur, un sujet qui me fait chier, mais il me fait Ouais. chier. Mais une fois que tu as trouvé l'angle, c'est comme: «Oh, Ouais. oh, là, finalement, c'est intéressant». Donc oui, je vois tout à fait, ce que tu veux dire. Est-ce que, tu peux nous dire ce que c'était cet angle où tu te le Bah, je du réserves? coup, alors la Tu te le vidéo réserves? a malheureusement pas pu sortir à temps pour National Geographic, mais du coup, je vais évidemment pas, perdre ce script Bah, parce que, non. bah, il est écrit, hein, donc Mmh. voilà. Donc du coup, je vais le recycler C'est pour une vrai. de mes vidéos à moi, donc pas de spoil, C'est même pas du voilà. recyclage, en fait. C'est juste Oui, une non, vidéo que voilà, tu as je écrite, sors, quoi. la Ouais. vidéo, qui a été écrite. Voilà. Est-ce qu'on pourrait parler, divertissement? Ouais. Donc, comment est-ce que tu en fait, je vais te laisser parler sur ce que ça représente pour toi le divertissement dans tes vidéos. C'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que ça représente c'est quoi le divertissement dans tes vidéos? Je dirais que le divertissement, c'est une énorme part de ce que j'affectionne dans la vulgarisation, parfois même trop. On va y revenir. Pour moi, en fait, en gros, je fonctionne comme ça. Je me dis: «Les gens viennent sur YouTube après une longue journée de travail pour se divertir, se reposer, avoir un moment agréable. Alors, s'ils peuvent apprendre des trucs, trop cool, mais si c'est chiant à mourir, bah, ils auront peut-être pas le temps de cerveau disponible pour pouvoir, vraiment écouter une conférence, hyper dense, un cours en fait, quasiment, sur un sujet. Donc mon rôle, ma problématique en tant que créatrice, c'est j'ai très envie que ce sujet historique ou ce fait archéologique ou peu importe, ce petit truc de culture, se répande et qu'un maximum de personnes soient au courant pour que ça permette à des gens peut-être d'avoir plus une meilleure vision de tel ou tel phénomène ou tel ou tel non, j'arrive plus à parler. Tel ou tel truc. Comment est-ce que je fais pour que, un, ils aient envie de regarder ma vidéo, pour qu'ils aient envie de la regarder jusqu'au bout pour donc qu'il y ait toutes les informations et qu'ils, en retirent le maximum d'informations. C'est-à-dire que pas juste ils la regardent, mais qu'ils sortent de là en ayant retenu les choses. Donc ça, c'est une autre problématique encore et là-dessus, le divertissement pour moi, c'est la réponse à cette question. À savoir, les gens vont venir parce que non seulement ils vont apprendre des trucs, mais aussi ils vont passer un bon moment. Ils vont, rigoler, être émus, ressentir des choses et j'ai l'impression que c'est
En tout cas, c'est comme ça que moi j'apprends. Donc je me dis, si c'est comme ça que j'apprends, peut-être que d'autres personnes apprennent aussi comme ça. Donc si ça fonctionne, ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu apprends? Si tu es du genre à écouter des conférences de 2 heures, Ouais. d'Étienne Klein? Ouais, non, pas toujours. Mais ça, encore, je parle plus de là, moi, quand j'étais plus jeune. Ouais. Alors, c'est pas comme ça que j'apprends, mais c'est comme ça que je commence à avoir de la curiosité ou de l'intérêt pour un sujet. C'est comme ça que tu débutes. J'ai l'impression que c'est moi, mon rôle, c'est pas du tout de faire un cours exhaustif sur un sujet. C'est vraiment d'être une sorte de petite ouverture pour que les gens, ils se disent: «Mais c'est hyper intéressant, en fait, ça me donne envie d'aller creuser». Et Charlie, elle a mis plein de sources en description, ça me donne envie d'aller voir son putain de Google Doc pour aller regarder les sources qu'elle a mises. Parce qu'en plus, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre aussi des annotations pour les gens au niveau des sources. Il y a des épisodes où je balance juste les sources, voilà, parce que j'ai pas le temps, mais d'autres fois où je creuse dans les, Google Docs où je dis: «Bon, bah, là, si vous allez voir à tel endroit, vous allez trouver, tel truc qui peut être aussi intéressant» et Ah ouais, cetera et tu cetera. prends ce temps-là de faire ça? Pas toujours, mais sur les épisodes qui me tiennent vraiment à cœur et où j'ai passé beaucoup de temps sur, la documentation, oui, souvent. OK. Moi, je l'ai peut-être fait 2 fois ça, de préciser quelle, quelle source était, adaptée à tel questionnement Ouais, ou, ça, c'est quand même ouais, c'est du taf en c'est plus, du temps en plus, quoi. mais c'est pour ça, ouais, pas toujours. Mais du coup, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, ça soulève plein de problématiques et en même temps, je crois que ça fait permettre de faire une sorte de point de jonction entre 2 aspects de ma personnalité qui coexistent, à savoir le fait que j'aime bien tout, ce qui est vulgaire et tout ça, OK, mais aussi le fait que j'aime beaucoup, je consomme beaucoup de divertissement moi-même et je crois que j'aime bien ça. J'aime bien faire des blagues, j'aime bien faire des trucs au montage un peu zinzin. J'aime bien mettre, des clips de Hannah Montana si ça me chante parce que là, à ce moment-là, ça me fait marrer et ça me permet en fait de tout simplement m'amuser quoi. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Là, tu parles de trouver ton fun, finalement, Mmh. mais est-ce que tu as en tête aussi le fun des gens qui vont écouter? Complètement. Mais j'ai l'impression que c'est très difficile de trouver le bon équilibre parce que quand je mets beaucoup d'humour dans une vidéo, typiquement la vidéo qu'on a fait en collab avec Manon, il y avait plein de blagues, on faisait un peu les cons, enfin c'était vraiment très, j'ai reçu je sais pas combien de commentaires de personnes qui me disaient: «C'est trop bien, mais par contre, hyper cringe les blagues, faites pas d'humour, c'est gênant, je préfère quand vous êtes plus sérieuses». Et quand je fais des épisodes, pour le coup, assez sérieux, où il y a pas beaucoup de blagues, genre l'épisode sur le récentisme, je dis n'importe quoi, et ben là, je me tape des commentaires en mode: Ouais, c'est super intéressant, par contre Charlie, détends-toi, relâche pète un coup, ça va, c'est bon, tu peux faire des blagues, ça serait bien si tu mettais un petit peu d'humour, ça allégerait le montage, nanana». Et donc du coup, je suis un peu en mode Jamais content, ouais. et donc j'ai trouvé un petit compromis, à savoir sur YouTube, je reste assez soft, où il y a des petites blagues de temps en temps, mais c'est pas non plus, c'est la fête du slip quoi, c'est, assez chill. Par contre, sur mon TikTok, je vais lancer une série de vidéos. En gros, je fais de la mini vulgarisation sur 3 minutes et là, ça va être mes festivals. Ça va être l'occasion pour moi de faire tous les montages les plus éclatés de la terre, mais j'ai envie de les faire et donc du coup, là, ça va être vraiment je me mets aucun filtre. Si j'ai envie de faire que des blagues ou presque pendant 3 minutes, je le fais et à l'inverse, si j'ai envie d'être super sérieuse, où il y a quasiment pas de blagues, je le fais aussi et là, en fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec les nouvelles plateformes, réseaux sociaux et tout, c'est que c'est un peu, la cour de récré, tu peux tester des trucs et tout sans avoir peur de te faire juger. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui montes? Certains trucs, oui, et OK. sinon, je suis aidée depuis 1 an pareil par, du coup, d'abord un monteur. Mmh. Non, attends, ça fait plus d'1 an que je suis aidée. Ça devait être pendant la pandémie que j'ai commencé à vraiment travailler avec un monteur. Parce que pareil, du temps de ouf, perdu, enfin moi en plus, encore une fois, je suis pas monteuse à la base. J'ai appris sur le tas parce que obligatoirement, quand tu fais ça pendant 7 ans, tu es obligée d'apprendre sur le tas. Donc j'ai quand même des bonnes bases, je pense maintenant avec le temps. Mais, bah, ça vaut pas le travail d'un motion, graphiste, ou quelque chose comme ça, enfin, donc du coup, c'est cool d'avoir des monteurs, je l'avoue, c'est même très, très cool et je suis trop reconnaissante, d'avoir en plus des monteurs avec qui je m'entends bien et tout ça et mais par contre, je continue de monter, genre, par exemple, là, demain, je vais présenter une conférence, absolument tout ce qu'il y a dans dans la conférence, il y a aussi des vidéos et tout ça, c'est moi qui l'ai monté et là, c'est vraiment juste des montages, de fun où je m'éclate à faire des trucs que je trouve éclatés mais qui me font rire, tu vois? Mmh. Et est-ce que dans le montage, parce que souvent on considère que le montage, c'est comme une seconde écriture. Ouais, complètement. Est-ce que toi, au moment de l'écriture du texte, tu as déjà le montage en tête ou est-ce que tu laisses la liberté créative à ton monteur? Ça dépend les épisodes. Il y a OK. pas de règle. Il y a des épisodes où j'ai des trucs hyper précis en tête et dans ces cas-là, en fait, j'ai un espèce de Google Doc qui est partagé avec les documentalistes, les co-auteurs s'il y en a, le monteur
et la prod s'il y en a. Et en gros, je surligne avec un code couleur énormément dans mes textes, avec des légendes sur les côtés, des prises de notes, notes au monteur, notes à Charlotte, notes nanana. Et je mets des notes sur, bon, bah là, je verrais bien une ouverture comme ça, 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 ça. Là, j'avais en tête ceci, cela. Et après, lui, il prend la matière, il voit ce qui est possible. Et surtout, bah, j'ai travaillé pendant quand même un bon moment avec mon ancien monteur qui va malheureusement quitter. Il n'est pas mort. Il a simplement décidé de faire autre chose. Ouais. Et donc, du coup, je suis très, très triste qu'il parte. Mais on avait une connexion vers la fin. Enfin, c'était tellement agréable de travailler avec. Enfin, heureusement enfin, que je l'avais trouvé parce que, bah, en fait, j'avais même plus besoin à la fin de faire certaines réflexions parce que je savais d'avance qu'il me connaissait suffisamment pour le faire de lui-même. Et là-dessus, mais alors là, c'est royal. Et est-ce que tu as, ce matin, donc on est à Frames là, Ouais, quand on enregistre, qui est un festival, pour les vidéastes et 2 vidéastes et il y avait une conférence, du Monde oui, et ils expliquaient un petit peu comment ils faisaient leurs ouais, vidéos et cetera et ils ont montré à un moment donné à quoi ressemblait leur script ouais. et leur script, j'avais déjà vu aussi une conférence de SciShow, qui est OK. un show en anglais, d'éducation et ils ont exactement le même format, à savoir que c'est, sur, une page, normale là sur ordinateur, ils ont 2 colonnes, une colonne avec le texte et une colonne avec l'image. Ah! C'est comme ça, Comment ils font ça? genre Excel, là, genre un Excel mais avec 2 colonnes. Mais quand tu dis avec l'image, c'est avec, des shots Avec, de des les images, les graphiques qu'ils veulent mettre, mais statiques ou une description de ce qui doit apparaître. ah mais quel enfer! OK, Je trouve aussi que c'est un enfer. Moi, je ne me vois pas travailler comme ça parce que ça découpe le texte. C'est-à-dire que tu ouais. as énormément de détails sur l'image et puis sur le texte, c'est une phrase et puis tu as un gros pavé de détails de comment est-ce que l'image doit apparaître. Comme ça, le monteur ou la monteuse récupère cette information-là, puis a 100 de l'info pour faire son montage. Ah non, moi je fonctionne pas du tout comme ça. OK. Je suis de l'école de, trouve un monteur qui te correspond dans la patte et alors trouve un monteur qui te correspond dans le style d'humour, dans le style visuel, dans la capacité de ce qu'il peut faire concrètement et cetera. Tu trouves cette pépite-là. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est hyper compliqué. Moi, ça m'a pris, des années et des années. Je voulais avoir un monteur bien avant, mais juste, travailler avec des gens et j'aimais énormément ce qu'ils faisaient, mais parfois ça répondait pas à mes besoins et du coup, ça voulait dire que je perdais du temps parce que ça veut dire faire des retours en permanence pour réexpliquer, réexpliquer, réexpliquer. C'est compliqué, quoi et donc trouver un monteur qui te correspond et après c'est le principe, de comme quand, par exemple, tu commandes à un dessinateur ou une dessinatrice une illustration, tu vas pas lui dire: «Alors là, le trait, à gauche, il faut qu'il soit de telle épaisseur». Non, tu lui dis: «Voilà l'idée générale, je voudrais un petit chat sous un arbre» et après l'artiste l'interprète avec son style, sa vision du truc et cetera et moi, c'est comme ça que j'envisage les monteurs. Ils ont leur univers. Si le monteur fait pas du travail qui te correspond, c'est peut-être que son univers te correspond pas. Dans ces cas-là, il faut trouver un monteur qui a un univers similaire au tien et où, les propositions qu'il te fait te plaisent et après bien évidemment guider sur certains trucs parce qu'il faut pas non plus les laisser, seuls, à eux-mêmes parce que c'est pas cool non plus de pas être guidé donc faut trouver je pense le juste milieu. Mmh. Puis est-ce que tu as des notions, pour le rythme? Ah oui, alors ça je dirais que c'est le truc avec lequel j'ai le plus galéré avec un monteur, c'est que j'ai une énorme sensibilité au dynamisme d'une vidéo, Ça y se voit. compris dans le script. Mmh. D'ailleurs, il y a eu des vidéos où je suis pas satisfaite parce que je trouve qu'il y a des trucs qui marchent pas et je le repère et moi ça me fait tiquer de ouf. Mais y compris dans le script, dès l'écriture, je pense au rythme. Genre vraiment ça doit être c'est un de mes critères. Là, il y a pas longtemps, j'ai posté une annonce pour trouver justement des documentalistes et auteurs en plus pour m'accompagner parce qu'il y en a qui sont partis, en fin d'année dernière donc du coup, bah, ça tourne quoi et c'était un des trucs sur lesquels je faisais le plus attention. C'est pas seulement est-ce que cette personne, va être capable de faire, un texte qui suit le plan qui a été établi. C'est et comment cette personne gère le rythme? Comment est-ce que cette personne, va imaginer, des pauses ou pas? Et pareil pour le montage, c'est quelque chose mais de tellement important. Il faut ça mais en même temps, il y a pas de recette, c'est ça qui est hyper étrange, c'est faut savoir doser. Quand tu as des gros pavés où tu racontes des trucs hyper denses, bah, si tu mets de l'humour à ce moment-là, ça va juste être imbuvable parce que les gens peuvent pas et se concentrer sur les blagues et se concentrer sur le fond. En même temps, si tu mets zéro truc un peu qui permet de relâcher l'attention à un moment donné, ça va juste créer une escalade, genre une sorte de salade, de vulgaire et à la fin, ils vont avoir rien retenu. Donc comme ça, moi, j'ai un peu mes petits guides, perso, mais c'est des trucs, tout basiques, c'est pas j'ai pas inventé l'eau tiède, hein. C'est, genre, bah, après un gros pavé ou un truc, un peu dense à expliquer, je mets une pause, un souffle. Donc au montage,
on laisse le temps à l'information de sink in, tu vois, de vraiment qu'elle prenne racine chez les gens. Même chose, bon, bah, il y a des moments où c'est des parties un peu plus, qui vont plus vite, avec un peu plus de blagues et tout ça. Et j'essaie de faire hyper attention à ça et je pense que c'est ça qui fait la différence entre de la bonne vulga et de la très bonne vulga, j'ai l'impression. Je pense que tu gères très bien le rythme, C'est en gentil, effet, merci. ouais. Parce que c'est quelque chose, c'est pas si souvent un vulga qu'il y ait beaucoup de tu utilises quand même beaucoup de stimuli qui Ouais, soient, visuels en tout cas. Auditifs, j'ai pas trop fait attention, mais en tout cas, visuels et pour venir accompagner, ton propos. Puis en histoire, c'est pas si facile que ça parce qu'il y a toute une je sais que Nota Bene fait beaucoup de, recherches documentaires, lui, pour avoir ouais, surtout des images, d'archives. Toi, tu t'en sors différemment en faisant beaucoup de ouais. motion design. Donc c'est ça, c'est que ton mentor est aussi, Bah, motion designer, quoi. oui, c'est ça, C'est complètement, ouais, ouais. ça aide beaucoup. Oui, Ça donne du de ouf, peps, de ouf. à la chose. Peut-être une dernière question qui va être un petit peu vaste. Ouais, Je te donne un petit peu le contexte. C'est, Pierre Kerner. Tu vois qui c'est, ouais, Pierre Kerner? complètement. Donc qui est prof, d'université, qui est aussi, vulgarisateur et il enseigne un cours de vulgarisation à l'université, à la C'est fois à trop bien. des L1 et à des masters. OK. Il me racontait que les L1, quand il leur donnait un sujet de vulgarisation, ils partaient dans tous les sens, ils inventaient des pièces de théâtre, ils faisaient des chansons, ils avaient une créativité, monstrueuse et les, M2, ben, ils avaient été moulés dans le cadre universitaire et puis c'était très dur de leur faire retrouver cette créativité-là. Moi, je me sens un M2 là, je me sens comme ces étudiants de M2 ou Ah avec ouais? ce manque de créativité-là. Et toi, j'ai pas l'impression que tu sois comme comme c'est que tu sois en manque de créativité. Est-ce que tu as des, astuces ou qu'est-ce que tu as est-ce que tu est-ce que tu saurais détailler comment tu processes pour avoir de la créativité dans tes vidéos? En vrai, c'est très drôle parce que, pendant très longtemps, j'ai énormément culpabilisé, je crois, mais c'était vis-à-vis de moi-même, c'était même pas vis-à-vis des autres, sur le fait de jamais avoir été au bout des ambitions, académiques que j'avais. Je pense, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs ni rien, mais je pense que j'aurais pu avoir les capacités pour faire mon doctorat et et je crois que c'est un gros regret que j'ai de pas avoir été jusqu'au bout parce que ça aurait été une fierté pour moi et ça aurait été aussi, très satisfaisant que de travailler dans le milieu de la recherche, je crois. Ceci étant dit, j'ai l'impression que je suis aussi paradoxalement excessivement reconnaissante parce que c'est comme si, j'avais pas justement eu, cette espèce de conditionnement qui, même si je pense pas que ce soit le but du tout du milieu académique, rigidifie quand même beaucoup Tout à fait. d'opportunités, même mentales, où on se dit, «Et ça, je peux pas me permettre de le faire, ça va pas passer» ou ce genre de choses. Peut-être que ça, on se conditionne pendant des années et des années à travailler, à penser, à fonctionner d'une certaine façon qui est excessivement perfectionnée pour le milieu de la recherche ou le monde académique ou tout ça et on t'entraîne à ça, c'est littéralement ça. Tu fais des études où on t'entraîne à la rigueur, à ceci, à cela et d'un coup, quand tu dois te faire de la vulga et sortir de ce moule-là, je pense que ça doit être hyper difficile. Du coup, ça toi, ça te vient naturellement? Bah, Tu as pas besoin de oui, réfléchir ça à, me vient naturellement et je dirais presque, je crois même que je suis plus ça avant d'être vulgarisatrice. c'est quoi ça? En fait, Créative? je saurais pas mettre un mot dessus. Est-ce que c'est genre, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Parce que je suis pas comédienne, enfin, tu vois? Mais ce côté où tu fais, Trice? ouais, je sais pas. Par exemple, la conférence que je vais faire demain, pour moi, je l'aime beaucoup et je l'affectionne parce qu'elle est hyper, représentative, de mon univers mental en termes d'humour et alors, pour le coup, je trouve qu'elle manque de vulga. C'est-à-dire il y a c'est plus du fun et moins d'informations vraiment où tu apprends des trucs. Mais en même temps, c'est pas le but. Donc je me suis relâchée aussi avec ça. Je me suis dit: «Ah non, Charlie, tu pas assez vie». Mais c'est bon, c'est pas le but. J'ai fait la paix avec ça et je crois que j'ai ce côté-là aussi de, j'aurais peut-être aimé faire des one woman show ou des trucs comme ça, tu vois? Et donc ça forcément les idées, je les ai et tu posais la question aussi, est-ce que enfin, comment est-ce que le processus fonctionne? Est-ce que j'ai d'abord, les idées de mise en scène ou les idées de «créativité» entre guillemets, puis après les sujets ou ce genre de choses? Je dirais que c'est un peu un méli-mélo de tout ça. Il y a des sujets qui vont m'inspirer directement des trucs, d'autres pas du tout et dans ces cas-là, c'est un peu, compliqué et après j'ai des idées de mise en scène. Par exemple, j'ai des idées de blagues que je me note à moi-même ou des idées de trucs où je me dis: mais ce serait mais tellement drôle, mais je sais pas comment l'utiliser, mais ce serait tellement drôle» et je le garde sous le coude et un jour quand j'ai le sujet qui colle, là ça part et je suis trop contente et je trouve que ça marche bien. Mais sinon, bah, en conseil et ça, c'est un conseil que j'ai appris du coup très récemment, je dirais qu'il y a seulement 1 ou 2 ans, c'est, savoir repérer ses lacunes
savoir repérer là où, personnellement, avec honnêteté et bienveillance, hein, ça veut pas dire, voilà, mais repérer là où peut-être qu'on est un peu plus faible et savoir s'entourer de personnes qui comblent ces lacunes. Donc, moi, dans mon cas, c'est, la rigueur académique que j'aurais, jamais parce que je suis pas doctorante, ni rien. Mais je sais m'entourer de personnes qui ont cette rigueur-là pour me cadrer et pour que mon espèce d'ailleurs, c'était un de mes, relecteurs qui est universitaire et un pareil de ceux qui sont plutôt de la team, voilà, ça très, comme ça, qui me disait: «À la fois, c'est perturbant et en même temps, c'est hyper inspirant parce que je pose des questions qui sont tellement naïves et parfois un peu pas stupides, mais tu sais, des trucs qui sont tellement naïfs que ça eux-mêmes, ça leur fait penser à des trucs auxquels ils avaient jamais réfléchi». Là, je suis en train de travailler sur un sujet, c'était en gros la question de base, quand j'ai brainstormé avec les auteurs, c'était: si demain pouvait créer une machine qui emmène des gens du passé dans le présent, on l'habille d'un costume, enfin de vêtements modernes et qui marchait dans la rue, est-ce qu'on serait capable de repérer qu'il y a un truc qui va pas? Est-ce que physiquement, on serait capable, comme on peut repérer les différentes ethnies ou ce genre de choses, de comprendre que ce n'est pas quelqu'un de notre époque? Et donc ça a mené à un sujet d'épisode que je vais faire et j'espère qu'on va pouvoir faire le tournage que je veux parce que lui, pour le coup, j'aimerais bien avoir une mise en scène un peu particulière et tout, mais qui va s'appeler, «À quoi ressemblaient les humains du passé?» et donc là, on va partir avec de la paléontologie, enfin, il y a tellement de trucs à dire, Ouais, c'est pluridisciplinaire, hein. c'est hyper pluridisciplinaire. Je voulais dire de l'anthropologie, je me suis trompée et j'aimerais bien idéalement aller carrément, même en Afrique pour, bosser avec, des chercheurs Ah pour, oui, voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, pour OK. retrouver, les premières traces hominides et tout ça et je trouve ça hyper intéressant et ça mène encore une fois, c'est tentaculaire. Tu as un sujet de base et tu pas toujours de réponse satisfaisante, mais c'est pas grave parce que c'est pas la finalité qui compte, c'est tout l'espèce de cheminement qui te permet d'y arriver et quand je lui avais mis ce sujet-là, il m'a regardé avec des yeux, enfin, je sais pas parce qu'on était au téléphone, mais j'imagine et il me fait, «Mais c'est fou parce que mais jamais de la vie je me poserais des questions comme ça» et donc je pense que c'est ça aussi, tu vois? C'est que je manque peut-être de certains trucs, mais je vais les choper, c'est chez des gens qui sont très Bien talentueux et sûr, qui hein. les ont et moi, à l'inverse, je crois que c'est un peu ma petite qualité, de petit flocon de neige spécial. C'est que j'aime bien faire des petites mises en scène, j'ai des idées qui sont un peu out of the box sur certains sujets et du coup, bah, ça fait un petit mix à la fin que j'aime bien. Tout va Mais bien. du coup, c'est un peu frustrant des fois parce que j'ai l'impression que comment dire? Je suis pas une vulgarisatrice assez complète. J'aimerais bien, avoir mon petit diplôme. Peut-être qu'un jour je reprendrai les études. C'est long jusqu'au doctorat quand même. Ouais, c'est long C'est ça le problème, et quoi. en même temps, je me dis: «Pourquoi est-ce que je voulais avoir un Pourquoi doctorat?» faire? Est-ce que c'était vraiment enfin, il y a aussi un peu, cette espèce de notion de prestige social où tu as l'impression que tu vas être moins, admis dans ce milieu-là si tu as pas le doctorat, si tu as pas le diplôme qui va derrière, peut-être plus critiqué ou alors aussi la peur qu'on soit d'autant plus sévère envers ton travail, là où, avec des chercheurs, bah, on a tendance à moins remettre en cause leurs paroles et tout ça. Mais en même temps, c'est une force parce que ça veut dire que je travaille 30 fois plus dur, pour être sûre et certaine que, il y ait le moins d'erreurs possible. Il y a toujours des erreurs parce que bon, bah, c'est humain, mais être sûre et certaine qu'il y ait le moins d'approximations ou de bêtises, possibles. Moi, je te conseille pas le doctorat, hein. Ah ouais? Bah non, tu déjà suffisamment avancé, tu vois? Enfin, à moins que tu veuilles aller travailler en Non, attends, académique. quand je dis, passer enfin, reprendre les études, ce serait pas tant pour le coup avoir spécifiquement un doctorat. Je pense que ce serait plus pour, la curiosité. Il y a des sujets, j'ai toujours rêvé de faire égyptologie. Il y a des trucs, moi, je peux travailler de mon côté, toute seule, mais parfois je me dis: «Mais enfin, là, ce serait bien d'avoir un cours, en fait» Ah oui, il y a des choses et que c'est certain, ouais, ouais. et donc là, c'est vraiment juste de la curiosité et je pense que Donc là, c'est plus de licence, master parce qu'en ouais, doctorat, tu travailles toute seule donc exactement, c'est ça. mmh. Donc ce serait plus un système comme ça il y a plein de trucs où je me dis: «Mais juste pour ça, j'aimerais bien parfois reprendre des études sans objectif de carrière ni rien». Vraiment dans le cadre de la fonction primaire des études et savoir apprendre des trucs. Mmh. Il y aura peut-être pas autant de fun. Ouais, non, peut-être pas, mais en vrai, quoique, Ça il y a des dépend des trucs qui profs. sont bien fun. Ça dépend des Mmh profs, mh. ouais. C'est la fin du podcast. Au moment de l'enregistrement, je vais pas tant te poser de questions sur l'aspect créativité parce que je savais pas à quel point je pouvais pousser. Parce que le lendemain, j'ai assisté à une conférence grand public qu'elle donnait et j'ai découvert jusqu'où elle est capable de pousser sa liberté créative à un point qui personnellement m'impressionne beaucoup. Alors Charlie, je te relance l'invitation, la prochaine fois, on parle créativité. C'était Ainsi Bon Terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme à partir de laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager évidemment. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.